mentionner que cet événement est enregistré. Donc, nous vous invitons à garder vos microphones fermés jusqu'à ce que vous preniez la parole. Si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, vous vouliez fermer vos caméras ou poser vos questions dans le fil de discussion. L'enregistrement sera diffusé sur le site Internet de crise prochainement. Donc, je vais vous présenter notre conférencière. On est très content que professeur Sambou Nidia est avec nous aujourd'hui. Il est enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, département de sociologie. Il est détenteur d'un doctorat en sociologie du développement de l'UQAM, capitalisant plusieurs années d'expérience professionnelle d'agent d'appui au développement territorial. Il possède également une expérience de chercheur autour de plusieurs thématiques, incluant action publique, économie populaire, sociale et solidaire, décentralisation et développement territorial, savoir endogène, innovation sociale, foncière, société civile. Donc, il fait des recherches participatives et il fait des recherches sur la décolonialité. Il coordonne l'Alliance de chercheurs Action Université Territoire il a réalisé plusieurs missions d'appui pour des institutions publiques, des partenaires au développement et des collectivités territoriales. Avec ça, je cède la parole à notre conférencière, professeur Sambou Ndiaye. C'est à vous pour la présentation. Merci beaucoup Laila. Merci à la coordonnatrice de crise, prof Sonia. Merci à Eliane qui m'a accueilli avec Denis Bussière. Vraiment, je suis très content de revenir dans mon ancienne université, l'UQAM, où j'ai fait ici ma thèse avec Benoît Levesque et Louis Favreau. Et donc, c'est vraiment un grand plaisir de revenir ici, à Montréal, pour rencontrer encore cet espace très, très vraiment propice à la recherche. J'espère un jour pouvoir être en mesure de créer le même espace pour mes étudiants à Saint-Louis, c'est-à-dire être entouré d'enseignants-chercheurs pluridisciplinaires, être entouré d'autres étudiants, être entouré d'acteurs du milieu pour co-construire le savoir. C'est ici que j'ai investi les domaines de l'innovation sociale, c'est ici que j'ai investi l'économie sociale et solidaire, et c'est aussi ici que j'ai investi la recherche participative. Donc, je suis très content de revenir au Québec. Chers amis, je dois aussi dire bonjour à tous ceux qui sont connectés, des membres de la GAI Justice foncière, n'est-ce pas, aussi des étudiants de l'UGB, des étudiants que j'ai dans d'autres universités, notamment ici au Québec, en même temps d'autres acteurs tels que l'ARD de Saint-Louis et d'autres acteurs avec qui nous travaillons. Nous saluons également les gens du service aux collectivités de l'UQAM. Chers amis, j'ai le plaisir de vous présenter une recherche en cours sur la justice socio-spatiale, n'est-ce pas, que nous sommes en train de dérouler au niveau de Saint-Louis avec la GAI, notamment la justice foncière avec le professeur Delville, mais également au niveau de la RUT avec d'autres collègues tels que Nicolas Dupuis et Aboubakar Ndiaye. Donc, c'est la justice socio-spatiale en contexte d'érosion côtière et d'exploitation gazière. Et je vais parler d'un cas qui nous intéresse particulièrement, la langue de Barbarie. Alors, il faut dire que dans mes communications, j'utilise aussi une posture de décolonialité. C'est pourquoi dans le sous-titre, vous avez vu cette boutade, fille Morgan fait Morgan fille. Quelqu'un comme Clara Terville, qui est très féru de langue nationale, comprendra. Fille Morgan fille, ça veut dire, est-ce que là où on est relocalisé, est-ce que c'est meilleur que là d'où on vient? Donc, fille, donc l'endroit où nous sommes, est-ce que c'est meilleur que l'endroit où on est relocalisé? Ou bien l'endroit où on est relocalisé, est-ce que c'est meilleur qu'ici? Ça pose les enjeux d'acceptabilité sociale, n'est-ce pas, de la relocalisation. Le second sous-titre signifie gëna jege, gëna yey. Donc, les acteurs qui sont proches de l'exploitation d'une ressource naturelle doivent être les premiers à en servir. Ça pose un peu la question des enjeux socio-territoriaux de l'exploitation des ressources naturelles. Alors, dans la présentation,
Alors, comme élément de contexte, disons qu'on est sur la langue de Barbarie, un territoire aux vulnérabilités multiples. D'abord, c'est l'économie de pêche qui est complètement saturée, comme vous le savez, mais également l'érosion côtière avec les changements climatiques et l'exploitation du gaz. Ces trois événements qui font que ce territoire composé de quatre sous-quartiers est un territoire qui vit une vulnérabilité multiple sur laquelle on reviendra. Alors, il se trouve qu'en août 2017 et février 2018, Saint-Louis a connu d'importantes ondes de tempête. Cela a détruit des établissements, des infrastructures, des écoles. Et donc, le maire de Saint-Louis a pris sur lui l'initiative de mobiliser la communauté internationale en allant à Washington, en allant à la COP, pour vraiment sensibiliser les acteurs du Nord sur le risque de disparition de la ville de Saint-Louis, qui est patrimoine mondial de l'humanité, ancienne capitale de l'Afrique occidentale française. Avec l'État du Sénégal, la mairie de Saint-Louis a porté un plaidoyer fort et la Banque mondiale, l'AFD et beaucoup de partenaires sont venus intervenir. Et ici, j'ai le plaisir de vous partager avec vous le projet, un projet structurant, un projet pionnier en Afrique. Ça s'appelle le projet SERP, donc un projet d'urgence et de résilience. Je rappelle que ce projet est mis en œuvre par l'Agence de développement municipal, qui est une agence de l'État sénégalais, mais dans une démarche très territoriale en impliquant dans toutes les instances décisionnelles les communes de Saint-Louis et de Gandon, mais surtout l'Agence régionale de développement qui est la structure d'appui au développement local, ainsi que les acteurs territoriaux. Nous sommes ici sur la langue de Barbarie. Ici à gauche, vous avez vu que Saint-Louis, c'est trois îles. Donc ici, c'est l'océan Atlantique à gauche. Ensuite, tout ça, c'est la langue de Barbarie avec les pointillés rouges. Et tous ces pointillés rouges signifient les zones menacées par les régions côtières. Après la langue de Barbarie, vous avez l'île de Saint-Louis, qui était la capitale de l'Afrique occidentale, et ensuite le faubourg de Sort. Donc Saint-Louis, c'est trois îles foncièrement menacées par l'eau. Et je rappelle que les études démontrent que chaque année, on a une augmentation de 4 mètres d'eau du fleuve, ce qui signifie que vers les années 80, 2080, Saint-Louis risque d'être menacé de submersion. Et donc, vous avez bien vu ici hein, la présence permanente de l'eau, n'est-ce pas? Et en rouge, vous avez vu comment la langue de Barbarie est menacée par à la fois la submersion marine, mais également l'élévation du niveau du fleuve. Alors, qu'est-ce qui s'est passé les zones de 2017-2018? C'est des concessions qui ont été attaquées par la furie des vagues. Donc, vous avez vu, non seulement c'est des concessions, mais également c'est le matériel de pêche, c'est la digue, n'est-ce pas, qui est construite depuis plusieurs années, qui s'est affaissée, c'est des écoles, l'école Cheikh Touré et d'autres écoles, et donc véritablement un impact extrêmement important sur l'habitat, un impact important sur l'activité économique, un impact important sur la sécurité et encore et encore. Et donc, c'est pourquoi, à partir de cette date, la commune s'est mobilisée avec l'État. Donc, la langue de Barbarie, ce qu'il faut noter, c'est d'abord une stigmatisation socio-territoriale. C'est un territoire de pêcheurs vraiment qui a pris du recul, en fait, qui n'est pas très bien intégré au niveau social, notamment avec le reste de la ville. Ensuite, l'économie locale est exclusivement liée à la pêche. Or, l'activité de pêche, les acteurs ne sont pas mobilisés sur d'autres activités telles que l'agriculture et l'élevage. Il y a un peu de commerce. Près de 70% des concessions n'ont pas de statut de propriété clair. Soit le statut de propriété c'est inconnu, soit il n'y a pas de statut. Ça, c'est des documents du PAR de 2019. 42,3% des concessions sont des concessions caractérisées par ce qu'on appelle l'indivision, n'est-ce pas? On ne connaît pas le propriétaire, ou en tout cas, c'est un patrimoine familial collectif qu'on ne peut pas diviser entre les héritiers. Je rappelle que également, c'est la démographie très importante, 2,4 ménages par concession. Un ménage, c'est l'unité de préparation et de consommation des ménages. Une concession, c'est la résidence, ça veut dire la maison. 11 personnes par ménage, si vous faites le calcul, vous voyez que c'est extrêmement important et une forte propension de la polygamie, 37,3%. Dans les études que avions réalisées avec nos étudiants sur la perception de la pauvreté, nous voyons bien qu'il faut éviter de tomber dans la généralisation abusive. Autrement dit, dans les catégories les plus pauvres,
vous voyez bien, c'est les femmes transformatrices, 60%, n'est-ce pas? C'est les micro-mareyeuses, n'est-ce pas? 70%. Alors que les hommes sont dans la catégorie non pauvre, vous avez vu, les pêcheurs, 20%, les mareyeurs, 40%. Donc, il y a une féminisation de la pauvreté liée à l'activité de pêche. C'est dans ce cadre que ce projet de relèvement d'urgence et de résilience a été mis en place. Et pourquoi je disais que c'est un projet pionnier? Parce que dès le départ, l'État sénégalais, les acteurs du Sénégal et la Banque mondiale ont retenu de donner une solution définitive à travers les trois étapes. C'est d'abord l'étape d'urgence pour régler les populations sinistrées qui avaient perdu leur logement. Ensuite, un relogement planifié en leur construisant gratuitement des maisons. Ça ne s'est jamais passé. Et enfin, une résilience territoriale en vue de protéger Saint-Louis et son agglomération pour que les futures ondes ne puissent pas menacer et la ville et l'agglomération. Donc, c'est un projet de 93 millions de dollars US qui devait finir et qu'on va prolonger pour quelques mois. C'est 15 086 personnes qui sont impactées par les régions côtières, 538 concessions, 1342 ménages. C'est la première fois qu'on déplace 15 000 personnes d'un quartier vers un village. Et donc, le projet SERP a mis en œuvre un plan d'affectation et de réinstallation qui permet d'indemniser les populations impactées et de les accompagner vers le relogement sur le site de Djougoup sur lequel nous reviendrons. Ensuite, c'est le relogement gratuit avec 436 logements, rez-de-chaussée, R+1, R+2, n'est-ce pas, sur un site vialisé avec réseau et voiries divers. C'est la première fois qu'on crée un quartier, un village au Sénégal où le quartier et le village est viabilisé, raccordé au réseau d'égout avec électricité, eau, n'est-ce pas, avec des routes, tout ça, c'est la première fois. C'est donc dire que c'est un projet social où l'État a véritablement fait des investissements importants. Mais c'est surtout le projet, certes, c'est surtout le plan de restauration des moyens de subsistance. Ça veut dire quoi? Comment permettre aux gens déplacés de pouvoir faire des pros, ça veut dire des projets euh, socio-économiques, et de disposer de PIC, ça veut dire des projets d'investissement communautaire qui leur permet de retrouver soit de restaurer leur ancien moyen de subsistance, soit d'améliorer leurs conditions de vie et leur activité. Et à côté, il y a cette activité importante où on a beaucoup produit du savoir, des savoirs techniques modélisés qui permettent aujourd'hui de prévoir à long terme les questions de houle. C'est tous ces documents de résilience territoriale avec des services techniques où vraiment aujourd'hui on a produit de la connaissance pour pouvoir prévoir les houles futures, ce qui est un enjeu extrêmement important de ce projet. Et vous voyez bien sur la carte en haut que la langue de Barbarie est toujours là à gauche et on les déplace à 13 kilomètres. Là, Kharial, comme vous voyez, c'était le premier site hein, avec l'ONU Habitat, mais qui n'a pas réussi. Et là, on les a amenés ici près de l'université, le site de relogement que je visite chaque année avec mes étudiants. Donc, on est à 13 kilomètres, il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas de mer. Donc, ça veut dire comment les acteurs vont relier la langue de Barbarie pour pouvoir faire leurs activités économiques. Et en bas, vous avez les maisons, de très belles maisons, hein, n'est-ce pas? Des maisons rez-de-chaussée, R+1, R+2, et donc 436 logements qui ont été construits. Alors, quelle problématique? Ma problématique, c'est la suivante. Quelle problématique en termes de justice socio-spéciale pose le déplacement de 15 000 habitants de leur bassin de vie situé en front de mer vers un site éloigné non entouré par la mer de 13 kilomètres. Je pars du constat selon lequel, que je partage avec mes collègues de la GAI, que la plupart des stratégies d'adaptation aux risques côtiers, vous savez qu'avec les changements climatiques, c'est une grosse problématique à l'échelle mondiale. La plupart de ces stratégies accordent plus d'importance aux aspects d'ingénierie physique, aux aspects d'ingénierie technique, qu'à la prise en compte des dimensions socioculturelles, des dimensions symboliques, des dimensions psycho-affectives et surtout aux trajectoires. Parce qu'en réalité, chaque famille, chaque individu a, n'est-ce pas, une sensibilité différentielle par rapport à ce défi important. Pour une communauté de pêcheurs, le déplacement met en relief divers enjeux. C'est l'éloignement de l'espace économique, alors que les acteurs ne connaissent que la pêche, comment va se faire la reconversion? C'est aussi les contraintes de mobilité,
dans un secteur de la pêche erratique non prévisible, à 2 heures du matin, on peut t'appeler, me disait un vieux pêcheur, et on te dit que ta pirogue a accosté, tu ne peux pas trouver de voiture pour te déplacer. C'est aussi la perturbation des identités, le risque de dispersion de l'unité familiale, la perturbation des réseaux de sociabilité, notamment économiques, n'est-ce pas? Le sentiment d'être un réfugié dans son propre pays, et encore et encore. Voilà tous ces enjeux que nous voulons vous entretenir. Je suis au niveau théorique sur l'approche de la justice spéciale. Je remercie beaucoup le professeur Philippe Laville-Delville avec les collègues de la GAI, où notre entrée, c'est vraiment d'étudier ces phénomènes de justice spéciale. Nous ne sommes pas dans les enjeux juridiques, n'est-ce pas, de la justice, nous sommes plutôt dans le sentiment de justice et d'injustice. Nous pensons, et c'est dans une démarche aussi participative, que ce n'est pas à nous de caractériser une situation de juste ou d'injuste, mais comment l'acteur qui vit la situation lui-même sent qu'il est en situation d'injustice et quelles modalités de mobilisation il déploie et comment les institutions et les projets publics répondent à de telles modalités. Voilà le questionnement de la GIE. Donc, l'approche de la justice spéciale est une approche multiscalaire qui nous permet d'intégrer le village de Djougou, les quartiers de Gendar, jusqu'à l'échelle de l'agglomération de Saint-Louis, jusqu'à l'échelle de l'État sénégalais et jusqu'à l'échelle internationale avec les bailleurs qui y travaillent. Mais aussi, c'est une approche systémique qui nous permet d'intégrer des aspects de géographie, de psychologie environnementale, de sociologie, d'anthropologie. Quand nous parlons de justice socio-spatiale, nous voulons mettre en exergue au minimum 7 types de justice. La justice procédurale, c'est jusqu'où les acteurs concernés sont impliqués dans les processus de décision qui les concernent. La justice redistributive, c'est la répartition, n'est-ce pas, dans l'allocation des biens et des ressources. La justice de reconnaissance est extrêmement importante. Le droit à la parole, le respect des identités différentielles des acteurs. La justice environnementale, c'est jusqu'où les acteurs peuvent être protégés des risques, mais aussi l'accès équitable à la nature. La justice foncière, qui est notre principale porte d'entrée, c'est l'équité dans l'accès à l'usage, c'est la répartition juste et équitable des pertes de terre, c'est aussi la reconnaissance des dimensions symboliques et culturelles. La justice épistémique qui m'intéresse particulièrement, c'est reconnaître que les autres catégories d'acteurs ont la capacité de produire du savoir, les savoirs endogènes, mais aussi qu'il existe d'autres formes de savoir à côté du savoir scientifique. Et enfin, la justice intergénérationnelle, en sachant que les populations affectées par le projet et les sinistrés, ce n'est pas les mêmes catégories d'acteurs. Les jeunes, les femmes, les vieux n'ont pas toujours les mêmes intérêts. Et donc, nous voulons étudier comment les projets publics affectent les territoires, comment les décisions de relocalisation ont été prises, jusqu'où les solutions et savoirs endogènes des communautés impactées ont pu influencer les options et le déroulement, n'est-ce pas? Comment les acteurs perçoivent le déplacement, les questions d'attachement au lieu, comment les droits et les aspirations ont été pris en compte, les compensations, est-ce que ça arrive à combler les préjudices, sur quel registre de mobilisation les populations affectées, n'est-ce pas, se mobilisent-ils? Alors, j'étudie ici la justice socio-spatiale sur le plan d'affectation et de réinstallation. Je vous ai dit que c'est les deux leviers les plus importants de ce projet. Comment affecter, comment inventorier les préjudices et les populations affectées, comment les compenser et les accompagner dans le processus de réinstallation. Alors, d'abord sur l'option de déplacement. C'est une option optimale sur le plan technique et géostratégique, basée sur des évidences scientifiques. Et le Sénégal et la Banque mondiale, à travers le projet SERP, ont dépensé beaucoup d'argent pour avoir une connaissance fine, n'est-ce pas, des changements climatiques sur Saint-Louis, des risques côtiers et un système de modélisation. On a même maintenant un système d'alerte précoce par rapport à des eaux. Mais sur le plan psycho-affectif, sur le plan humain, familial, sanitaire, sur le plan économique, cette option semble être très coûteuse, surtout chez les aînés. Je me rappelle toujours de cet aîné qui me dit, quand on nous a déplacés, nous avons senti des problèmes de santé parce qu'on n'a plus accès, n'est-ce pas, à cette fraîcheur marine le matin. Et je pense que la plupart des aînés risquent de ne pas vivre plus de 5 ans sur le nouveau site de relocalisation. C'est également les femmes, c'est les acteurs de la pêche, hein.
mais c'est également les élèves qui doivent faire 13 kilomètres chaque matin et soir pour aller étudier à Saint-Louis. Ça veut dire également, ça pose la question, quel est le territoire pour les acteurs qui sont déplacés? Est-ce qu'ils se reconnaissent dans le territoire de Djougou, le nouveau territoire, ou bien est-ce qu'ils restent toujours attachés à leur territoire d'origine? Le constat, c'est que l'État et les bailleurs de fonds ont préféré apparemment des solutions techniques basées sur des évidences. On préfère une réponse globale, définitive, une réponse prospective, durable et territoriale qui englobe Saint-Louis et son agglomération pour protéger une ville patrimoine mondial de l'humanité. Mais les populations, une grande partie des communautés interrogées semblaient davantage valoriser des solutions endogènes basées sur des savoirs expérientiels, des solutions douces, localisées, une approche localisée, applicable au cas et fondée sur des apprentissages. On est là dans un enjeu d'injustice cognitive et épistémique entre les propositions de l'État et des partenaires et les propositions donc des populations. Le déplacement finalement, est-ce que ça ne cache pas l'imposition d'une vision du monde? Le littoral, est-ce un espace résidentiel ou bien le littoral ne devrait être qu'un espace d'attractivité territoriale? Voilà un enjeu extrêmement important qu'on n'a pas encore réglé. L'inventaire des PAP, n'est-ce pas, et les pertes subies, s'est appuyé sur un cadre juridique très consolidé. L'État sénégalais a un cadre juridique par rapport à déplacement de population, mais la politique opérationnelle de la Banque mondiale, qu'on appelle PO 412, a permis d'élargir, n'est-ce pas, les solutions, d'intégrer, par exemple, au niveau des personnes affectées par les projets, non seulement le projet a indemnisé les personnes propriétaires de logements, les personnes propriétaires de maisons indivises, les personnes affectées, les personnes hébergées, les places d'affaires, même les employés, n'est-ce pas, des places d'affaires ont été indemnisés, les personnes, les PAP qui ont des terrains nus, les PAP qui ont des infrastructures publiques ou privées ou communautaires. C'est presque la première fois que la gamme de personnes affectées soit intégrée et c'est grâce à la PO 412. En même temps, une démarche participative et inclusive, n'est-ce pas? La mise en place de dispositifs territoriaux, une structure telle que l'ARD, les services techniques, la préfecture de Saint-Louis, n'est-ce pas? Le comité technique au niveau régional était l'acteur principal qui inventoriait les pertes et qui proposait des compas. Donc, on n'a pas une décision qui vient de l'ADM de Dakar, mais une proposition co-construite par les acteurs territoriaux avec des dispositifs qui vont jusqu'à l'échelle quartier où les acteurs ont été mobilisés autour de comités de gestion de plaintes. La méthodologie de calcul des compensations, c'est à la fois la valeur du terrain et le coût du remplacement à neuf du terrain, ce qui est extrêmement important. Et ensuite, un mode de compensation laissé au libre choix des populations affectées. Il y a eu ceux qui ont choisi une compensation en nature, n'est-ce pas, une nouvelle maison neuve, ceux qui ont choisi qu'on leur donne de l'argent et ceux qui ont choisi une maison et qu'on leur donne de l'argent. Et je rappelle que même dans le déplacement, le projet a assisté les populations. Dans une démarche de réflexion et dans le coût du bâti, on a calculé le coût du bâti indexé à l'inflation. RDC, le coût total du bâti, le coût du terrain, c'est 20 millions. RDC plus 1, 33 millions. RDC plus 2, 47 millions. C'est vraiment des coûts extrêmement généreux, n'est-ce pas, au niveau du Sénégal. Mais dans une démarche de sociologie critique, le PAR semble être aussi à la base d'injustice. Et c'est extrêmement important que l'État sénégalais, le projet SERP et l'ADM intègrent de telles dimensions pour la réplicabilité. D'abord, c'est le recensement. Dans le recensement des impactés, on s'est limité à un recensement statistique. Les dimensions de réseau de sociabilité qu'on perd, l'attachement au lire, la valeur affective, n'est-ce pas, de la langue de Barbarie, les dimensions psycho-affectives n'ont pu être prises en charge. Mais l'autre élément très important, c'est que les normes standardisées de compensation semblent être en décalage avec la configuration des mots spéciaux. Je vous ai dit qu'on est dans la langue de Barbarie où on n'a pas, presque pas de ménage, on a des concessions plurigénérationnelles. Tu peux entrer dans une maison où tu peux rencontrer trois générations de personnes qui vivent, n'est-ce pas, dans la même concession. Chacun cuisine de son côté, n'est-ce pas? Chacun met des cloisons de son côté
Et donc, et ensuite les réseaux de solidarité qui fait que beaucoup de personnes préfèrent prendre, par exemple, le repas sous les bars, ça veut dire des espaces de sociabilité. Donc, le projet n'est pas arrivé à faire une caractérisation psycho-anthropologique des populations sinistrées et cela a posé beaucoup d'injustices. Il y a aussi eu des omissions, des erreurs de caractérisation. Est-ce que c'est un sinistré? Un sinistré, c'est quelqu'un qui a perdu sa maison, qui est englouti dans l'eau. Un pape, c'est quelqu'un qui a sa maison, mais qu'on a demandé de se déloger pour que ça, qu'on lui donne une autre maison. Il y a aussi le problème des mandataires. L'indemnisation par pièce. Je rappelle que la plupart des projets de relocalisation font des indemnisations par concession. Ici, ils sont allés très loin en indemnisant par pièce. Si vous avez jusqu'à 6 pièces, vous avez rez-de-chaussée. Si vous avez 6 pièces et plus, vous avez rez-de-chaussée plus un et encore et encore. Ça a été extrêmement important dans l'acceptabilité sociale du déplacement. Mais on a vu, et on le verra, que l'indemnisation par pièce pose également problème. Parce que vous pouvez avoir une pièce, une concession avec une pièce, comme vous pouvez avoir une concession avec 4 pièces et avec 30 habitants. Et donc, l'indemnisation aussi pouvait être par approche habitant ou indemnisation selon le nombre de ménages. Je rappelle que ici, l'enjeu véritable, c'est un enjeu de compensation financière. Les coûts financiers risquaient d'exploser. Le pape aussi appréhende difficilement le degré de sensibilité. Toutes les concessions ont des modalités différentielles, ont des capacités différentielles de faire face à l'érosion côtière. Malheureusement, comme on est dans une approche standardisée, le projet n'a pas pu faire ça. Donc, sur les 436 ménages, il y a 13 papes jusqu'à aujourd'hui qui refusent de se déplacer, ce qui pose un gros problème sur le projet parce que justement, la bande des 20 mètres qui fait 3,6 km de longueur et 20 mètres de largeur, c'est cette bande qui doit être complètement déplacée et on construit une digue de protection de la ville et de l'agglomération, il y a des populations qui risquent de se déplacer et ça remet en cause toute l'ampleur du projet. Certains jugent les indemnisations très inférieures aux pertes subies, d'autres disent que le logement qui leur a attribué ne permet pas, n'est-ce pas, de pouvoir héberger tout ce bon monde. Et là, je vous présente ici un témoignage euh, d'une concession qui est à la fois sinistrée et pas. Notre concession était l'une des plus grandes au niveau du quartier de Gendach. Rien que la longueur dépassait 40 mètres. La concession comptait 102 personnes dans une même concession et regroupait 12 ménages. Chaque ménage, c'est une unité de consommation et de préparation des repas. La mère a terrassé 6 chambres, mais il reste 6 chambres avec une douche, une cuisine et un espace. Mais les agents de recensement, ils n'ont recensé que 10 ménages. Le projet a seulement retenu les 6 chambres qui tiennent encore debout, préférant ignorer les 6 chambres terrassées. Les 6 chambres debout, tu es caractérisé de personnes affectées par le projet. Les 6 chambres qui sont englouties par la mer, tu es caractérisé de sinistrés. Ils m'ont proposé une maison R+1, alors que j'ai droit à un R+2 du fait des autres 6 chambres qui sont inclus, qui sont englouties dans la mer. Donc le projet nous a recensés comme des papes, alors que nous sommes à la fois sinistrés et papes. La conséquence, c'est une famille dispersée. Certains sont sur du groupe, d'autres refusent de quitter la bande des 20 mètres tant que le projet ne leur affecte pas une nouvelle maison. Même les 10 familles relogées sur du groupe ne disposent que de 10 chambres. Ça veut dire que c'est le père, la mère, les enfants qui dorment dans la même chambre. On vit donc entassés, sans intimité, alors qu'à Gendar, ce n'était pas le cas. Alors que certains sinistrés n'ont perdu, et là, ils dénoncent, hein, alors que certains sinistrés n'ont perdu qu'une chambre, on leur a remis une maison, c'est ça le principe, une pièce euh, RDC. Pourquoi ma famille, qui a perdu 12 chambres, doit se retrouver avec un R+1? Pourquoi ces deux poids, deux mesures? Voilà un cas qui me reste encore dans la tête par rapport à cette concession. Un dernier témoignage d'une pape, c'est une femme. Notre maison couvre une superficie de 220,18 mètres carrés. Là, ça démontre que même sur le plan maîtrise de la superficie, parce que cette dame a fait l'école, hein, donc elle a toutes les informations. Notre maison couvre une superficie de 220,18 mètres carrés
Elle regroupe 4 ménages avec plus de 50 personnes qui y vivent. Le projet ne nous a proposé que 52 millions pour notre compensation, ce que j'ai refusé en tant que mandataire de la famille. Selon le mode de calcul, la maison a été subdivisée en 3 compartiments. Le bâtiment 1 qui comporte 5 chambres, le projet estime que le bâti et le foncier coûtent 10 639 520. Donc vous divisez par 400 pour avoir le dollar canadien. Le bâtiment 2 qui comporte 2 chambres est estimé à 7 714 000. Mon propre bâtiment R+1, ils ont estimé le foncier et le bâti à 28 70 810 francs CFA. L'asset foncier de la cour de la maison est estimé autour de 5 millions. Avec 50 millions, où est-ce que je pourrais acquérir à la fois un terrain et le construire pour héberger toutes ces personnes? Moi, depuis le début du processus, j'ai toujours refusé de signer car je leur avais proposé 3 options qu'ils ont rejetées. Construire des maisons neuves, remettre l'argent ou aménager des terrains nus ou nous laisser construire nous-mêmes. Tandis que d'autres sollicitaient un aménagement de parcelles simplement. Nous, on n'a jamais demandé à quitter. C'est le projet qui a besoin de nos terres, qu'il nous paie un juste prix. Ceux qui sont déjà installés sur du groupe souffrent beaucoup. Là, elles critiquent ceux qui sont déjà relogés, souffrent beaucoup car les promesses n'ont pas été respectées. Et là, elle me donne un proverbe. Un poisson ne peut pas vivre loin de la mer. Nous avons besoin de maisons, mais ce que nous avons perdu en venant ici, personne en dehors de nous ne pourra le comprendre. C'est très suggestif. Je m'en vais au plan de restauration des moyens de subsistance. Le plan de restauration est extrêmement important, c'est prévu dans la loi sénégalaise avec l'élargissement avec le PO12 Banque mondiale. Ça permet aux populations relogées de vivre au minimum comme elles vivaient avant, et surtout de pouvoir améliorer leurs conditions de vie et leurs activités socio-économiques. Là, le projet CERP a fait des investissements extrêmement importants qu'aucun quartier, qu'aucun village au Sénégal ne dispose. On a le projet socio-économique FAISE, formation apprentissage aux nouveaux métiers. C'est 200 jeunes de la langue de Barbarie qu'on a formés aux nouveaux métiers pour leur permettre une réinsertion, n'est-ce pas, une reconversion. Est-ce que réellement ces jeunes vont se reconvertir? C'est une autre question. Mais le prose qui m'a le plus marqué, c'est la ZAED, une zone d'aménagement économique sur 15 hectares, avec une ferme intégrée, agriculture, pisciculture, élevage autour d'une économie circulaire. Ce projet non seulement va servir aux populations déplacées, mais aux populations autochtones dans 2 ou 3 villages, n'est-ce pas, de la commune de Gando. Ensuite, il y a des activités de micro-jardinage pour les femmes, renforcement des jeunes en BTP pour la reconversion, prose halieutique qui a permis aux femmes de faire du mariage, l'unité de transformation de céréales et le prose transport malheureusement qui n'a pas réussi. Au niveau des projets d'investissement communautaire, le projet a construit une école primaire neuve, un collège, un centre de santé qui a été inauguré par le ministre la semaine passée, le marché de Djougoup, hein, pour la première fois, on a un marché qui va servir à la fois aux populations déplacées, mais aussi aux populations résidentes. Un projet de gestion des ordures qui a déjà commencé à enlever les ordures chez l'habitant. 6 boutiques communautaires, centrales d'achat, salons de coiffure, n'est-ce pas, kiosques à pain, pharmacie, et vous voyez les images. Toutes ces infrastructures sont en train d'être construites et il y a même des terrains de foot, n'est-ce pas? Et ça va être, la Z est à droite, n'est-ce pas? Vous voyez bien, le marché est là, n'est-ce pas? Non, le terrain, la pharmacie, tout ça. Et tout cela va être, je pense, finalisé d'ici au minimum 6 mois à 8 mois, coïncident à la clôture. Donc, non seulement les impactés vont avoir des infrastructures, des financements, des activités socio-économiques, mais les populations résidentes de la nouvelle commune de Gandon, où ils résident, vont avoir donc le capital, n'est-ce pas? Le capital, non seulement le capital humain, le capital social, mais également les infrastructures de base de cette communauté, de ce territoire vont être impactées. Alors, là, c'est le FEFOM, n'est-ce pas, de ses pros et de ses pics, n'est-ce pas? J'en passe sur les forces et les opportunités. La faiblesse, c'est que beaucoup de projets économiques n'ont pas réussi, justement, parce que
les femmes, les hommes n'ont pas eu cette formation technique nécessaire, financière, les capacités managériales, surtout que c'est des domaines. Ensuite, l'autre chose qui nous a beaucoup marqué, moi et mes étudiants, c'est que la logique assistentielle du projet a été très mal intégrée par les populations qui croient que tous leurs droits, le comportement instrumental, le refus de rembourser des crédits, la difficulté, n'est-ce pas, d'accéder au marché. Il y a aussi des menaces telles que la viabilité et la pérennité des projets, n'est-ce pas, la faible appropriation par la commune, on pourra y revenir. Alors, maintenant, l'un des enjeux, chers amis, c'est que le projet va finir. Et comme la plupart des proses qui étaient des proses communautaires gérées par la communauté ont échoué, le projet sert à proposer une professionnalisation pour assurer cette viabilité et cette pérennité. Et ça pose un gros problème parce que justement, les sinistrés et les papes se sentent trahis par le projet. C'est comme si on prend des professionnels à qui on leur donne de gérer leur propre projet qui leur était destiné et ça pose un gros enjeu. Alors, à côté également, le projet qui va finir va euh, rétrocéder à la commune de Gandon tout le patrimoine infrastructurel avec des commissions de supervision multi-acteurs pour assurer la viabilité. Donc, c'est véritablement l'intégration du projet dans sa communauté. Alors, les enjeux de justice dans le plan de restauration des moyens de subsistance rapidement, c'est la dispersion de l'unité familiale, n'est-ce pas? On l'a vu, c'est le conflit entre la reproduction du mode de vie de la langue de Barbarie, parce que jusqu'à présent, la Banque mondiale et l'État sénégalais veulent faire de cette nouvelle cité de Djougoup une ville durable avec des normes internationales. Mais la population de pêcheurs veut reproduire son mode de vie. Je donne un exemple qui m'a beaucoup fait rire, parce que la population de la langue de Barbarie, ils ont l'habitude, à cause de la promiscuité, de mettre les moutons dehors. Contrairement au Québec, chez nous, on peut élever des moutons dans nos maisons. Et donc, le fait d'avoir un gros mouton pour la fête de la Tabaski, qui va arriver le mercredi 27 prochain, c'est la grande fête nationale, donc, et de le montrer dehors, c'est un signe de distinction sociale. Le projet leur dit, on ne peut pas mettre des moutons dans cette cité durable. Et donc se pose un gros enjeu jusqu'où la population est libre de reproduire son mode de vie sur cet espace-là. Les projets socio-économiques, j'en ai parlé, c'est l'échec de la gestion communautaire. Est-ce que la professionnalisation va être acceptée? Quelle est la pertinence sociale et la viabilité des projets communautaires? Je rappelle que comme partout dans le monde, on a maintenant un individualisme exacerbé qui fait que le projet communautaire tombe dans ce que Mercure Olson appelle les passagers clandestins. Est-ce qu'on va rester dans une économie de pêche ou la reconversion? C'est des choix. L'intégration dans la cité des papes, dans le village et la commune. La cité jusqu'à présent est transformée en cité dortoir. Tôt le matin, les hommes et les femmes se réveillent et rejoignent la langue de Barbarie à 13 kilomètres. Ils ne laissent que les enfants et les vieilles femmes. Est-ce qu'on ne risque pas, à la fin du projet, n'est-ce pas, de non seulement de vendre ces logements ou même de le louer et de retourner, ce qui est un effet pervers terrible que le projet ne pourra jamais supporter. Est-ce que la cité des papes est une cité à part ou bien un quartier dans le village de Djougou? Et là, la semaine passée, quand le ministre est venu remettre les clés, s'est posé un gros problème. Qui devait parler au nom des populations relogées? Est-ce que c'est le chef de village qui gère tout le village ou bien le président du comité de gestion de la cité? Quand le projet a choisi le chef de village, la population a boudé et a organisé une conférence de presse pour dénoncer qu'on leur prive de parole pour parler en leur nom, ce qui pose des enjeux de justice socio-spéciale extrêmement importants. La professionnalisation des projets, je pense que j'en ai parlé. Euh, oui. Alors, oui, l'éloignement du site par rapport au bassin de vie, les problèmes de mobilité, je passe sous silence les questions d'attachement au lieu, l'attachement économique, symbolique, environnemental, sanitaire, culturel, cultuel et familial. Les réseaux se trouvent là-bas. Quand tu es sur la langue de Barbarie, avec les réseaux de solidarité économique, tu ne peux pas mourir de faim. Tu as toujours soit du poisson, soit de l'argent. Quand vous êtes sur 13 kilomètres, vous êtes privé de ces réseaux-là, n'est-ce pas?
Alors, un petit mot, prof Laila, pour finir, hein, sur l'exploitation gazière. J'en ai un peu parlé. On vient de découvrir sur cette même langue de Barbarie du gaz, mais on l'a découvert dans le récif naturel, qui est le lieu de reproduction du poisson. Le gaz est exploité par BP, une entreprise british, 450 000 mètres cubes prévus depuis 2023. Se pose la question du contenu local. Autrement dit, est-ce que le secteur privé local peut gagner des parts de marché? Est-ce que la collectivité locale de Saint-Louis reçoit, n'est-ce pas, un retour sur investissement par rapport aux impacts environnementaux? Et enfin, il y a la politique RSE. Je rappelle que la politique RSE, responsabilité sociale des entreprises, c'est extrêmement important. Ça permet à l'entreprise de faire des investissements sociaux. Et là, c'est sur quatre domaines: l'environnement, l'éducation, la santé communautaire et le développement économique. Et vous voyez bien que là où est installée la plateforme, c'est à quelques kilomètres du rivage. Et comme c'était le principal lieu, n'est-ce pas, de pêche, les populations de pêcheurs se sont senties un peu dépossédées de leur principal lieu qu'ils appellent Jatara et Kongbi. Ça veut dire c'est la pêche du jour. Et donc, c'est interdit d'accès. Et déjà, il y a eu des pêcheurs qui ont été tués par les gardes-côtes. Des vulnérabilités rapidement en termes de justice environnementale. Vous avez bien vu tous les risques environnementaux à droite. C'est les émissions de carbone durant la construction, c'est la perturbation de l'écosystème marin, n'est-ce pas? C'est l'impact du bruit et de la lumière sur le cycle biologique des poissons qui a fait qu'on a perdu aujourd'hui l'opportunité d'avoir de gros poissons à Saint-Louis. C'est le rétrécissement des zones de pêche qui pose un enjeu de droit commun. C'est la privatisation, n'est-ce pas, d'un bien commun, n'est-ce pas, avec l'occupation de ces principaux sites. C'est les concurrences d'usage entre activités de pêche et exploitation gazière qui prime, c'est aussi la perte d'activité économique. Et là, on a des enjeux de justice environnementale, de justice spatiale, des enjeux de justice procédurale, des enjeux d'injustice redistributive. Est-ce que la RSE est un outil de marketing humanitaire, un levier de développement territorial, ou bien est-ce que la RSE tombe dans le philanthrocapitalisme ou le greenwashing, n'est-ce pas? L'injustice de reconnaissance, le droit à l'information sur l'exploitation des ressources, la non-publication des résultats et encore, on pourra en parler, mais j'ai préféré surtout me concentrer sur le projet CERP. Voilà, ma chère Laïla, chers amis, un exposé que je voulais partager avec vous. C'est une réflexion en cours et je souhaite véritablement vos retours qui vont nous permettre, moi et nos équipes de recherche, n'est-ce pas, de pouvoir véritablement faire un travail qui sera beaucoup plus fiable et valide. Merci beaucoup de votre attention. Merci, Sambo, de cette très, très riche présentation, une recherche impressionnante. Euh, J'aimerais mentionner que pour poser vos questions, vous avez deux options, soit lever la main virtuelle. Elle se trouve parmi les options disponibles sous le symbole réaction au bas de votre écran, soit utiliser la file de conversation dans le chat. Et on a 35 minutes pour des questions. Donc, allez-y, on vous entend. J'ai vu un main levé, mais ça a disparu. OK, on a une question dans le chat, Sambou, pour vous. Comment concilier urgence climatique, érosion rapide et exigence de justice, ne pas déplacer les populations sans leur consentement réel? Votre micro est fermé. Oui. Il y a également Elodie Benoît qui a levé la main. Je peux prendre un lot de questions. Oui, Elodie, Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? on vous Oui. entend très bien. Oui. Tout d'abord, merci pour votre présentation. C'était vraiment intéressant. Je viens de terminer ma maîtrise qui portait justement sur les stratégies d'adaptation dans les sites du GOP et de Rariala, particulièrement au niveau des femmes. Donc, c'était vraiment intéressant aussi de voir certains liens que j'ai en commun
avec vos résultats. En fait, j'avais une question parce que justement par rapport à l'exploitation gazière, je me demandais, tu sais, pour justement les impactés qui ont comme été transférés plus tard dans le site de Dugop, qui étaient comme, disons, dans la zone rouge d'érosion. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu un certain motif, disons, sous-jacent qui serait lié à l'exploitation grazière pour déplacer ces gens? Parce que j'avais parlé à des femmes qui étaient aussi pas encore déplacées, mais qui avaient comme un peu cette conclusion-là. Donc, je vais juste avoir votre input à ce niveau-là. Merci. Il y a Mamoudou Faye qui a levé la main également. Alors, bonjour Bonjour, Faye, ça va? et merci pour la présentation. Merci. Je voulais juste savoir, les déplacés qui étaient sur la langue de Barbarie, ils faisaient l'activité de la pêche. Est-ce que le projet a pris en charge de leurs activités par rapport à leur nouvelle, au niveau de Djougou? Est-ce qu'ils vont, comment ils vont continuer à faire les activités? Est-ce que le projet a pris tout ça en charge? Ou bien seulement a pris seulement la question foncière par rapport à leurs habitations, mais n'a pas pris en charge leur activité qui était la pêche? Merci beaucoup. D'accord, merci. Monsieur Amdi Diaw. Oui, bonjour, monsieur Ndiaye. Bonjour. Merci, Machallah, pour votre bref présentation. Merci. Comme Boudjouk, c'était une zone où beaucoup d'agriculture s'activait sur ce secteur-là. Après la relocalisation de ces habitants, est-ce qu'il n'y aura pas des pressions foncières qui entraînent la perte de leur surface agricole? D'accord. Merci. Rokhaya Niang, pour finir ce premier lot, bonjour à Mamadou Dia et M. Bahoum de MSA qui assurent Bonjour. la facilitation sociale. Oui, Madame Niang. Merci, professeur, pour votre brillant exposé. Donc, la question que j'aimerais poser, c'est par rapport à l'accessibilité du site. Ça est, comme vous l'avez dit, les populations ont quitté des kilomètres pour aller se mais chaque matin, elles vont au niveau de Guet-Ndar sur la langue de Barbary pour travailler. Et j'avais entendu parler de, de bus qui vont être affrétés à cette population. Qu'en est-il? Entre-temps, j'avais aussi entendu dire qu'il y a les transporteurs qui n'étaient pas, excusez-moi, je suis dans la rue. Il y a les transporteurs qui n'étaient pas d'accord. Est-ce que c'est ce qui a freiné cela ou bien est-ce qu'ils sont sur la procédure? D'accord, Merci. d'accord. Je donne la parole à M. Mamadou Dia, qui est responsable de l'ONG qui accompagne les populations. Il a levé la main. Il pourra même apporter des réponses. M. Dia, vous avez la parole. M. Dia? Mamadou? Ah. Mamadou Dia? Bon, Antana qui prend la parole, mais merci. Je démarre par cette dernière question. Effectivement, dans les proses, il y avait 2 bus que le projet SERP avait acquis pour les populations, pour leur faciliter la mobilité. Je rappelle que la mobilité, depuis l'élaboration du PAR, la mobilité est citée comme facteur d'acceptabilité sociale. Ça leur permettait de pouvoir se rendre à tout moment. Je rappelle qu'à partir de 17h, 19h, c'est extrêmement difficile de trouver une voiture et vous risquez de prendre un taxi que vous payez très cher pour arriver. Quand il y a une femme malade, une personne malade, c'est difficile le transport. Malheureusement, le syndicat de transport de Saint-Louis a refusé que le projet puisse doter les populations sinistrées, n'est-ce pas, de ces 2 bus. J'espère que l'ARD, le cabinet MSA et l'État sénégalais vont trouver des solutions parce que l'impact humain est extrêmement important. Je rappelle que avant d'étudier le projet SERP, parce que l'ADM nous a demandé avec Nicolas et Abakrine de faire la capitalisation de ce projet, euh, j'avais beaucoup de questions.
Mais je pense qu'en tant que chercheur, c'est important de nous informer et de nous rendre compte des efforts qui ont été faits. Et ça, c'est une posture où j'interpelle mes étudiants. Nous, chercheurs africains, nous sommes très critiques vis-à-vis de ce que l'État fait, de ce que les bailleurs de fonds font. Il faut aussi se poser des questions sur est-ce que d'autres choix étaient possibles? Est-ce que c'était possible de laisser Saint-Louis être inondé? C'était le choix. Si vous étiez à ce niveau de responsabilité, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que c'était possible de laisser Saint-Louis être inondé et l'agglomération? Ou bien il ne fallait pas déplacer 15 000 personnes pour sauver Saint-Louis, rien que la ville ne fait 300 000 personnes. C'est des choix politiques, hein, qui ont toujours des limites, mais c'est des choix. Lorsque vous êtes à un certain niveau de responsabilité, vous ne pouvez pas ne pas poser cela. Et je rappelle que sur les 400, sur les 500 ménages, il y a, sur les 434 familles, il n'y a que 13 familles qui refusent. Ça veut dire qu'on a un taux de conciliation de presque 98%. Je pense que quand même, il y a un effort qui a été fait. Maintenant, il y a des aspects sur lesquels vraiment il faudra revenir. Est-ce que c'est la découverte du gaz qui a justifié le déplacement? Ça, c'est les rumeurs, hein, qu'on a en milieu populaire. Ils disent que oui, on a découvert le gaz. Quelqu'un l'avait prédit durant les temps anciens. Il y a le gaz. On veut nous enlever sur la bande des 20 mètres pour exploiter le gaz. D'autres disent qu'on veut nous enlever sur la bande des 20 mètres pour construire des logements résidentiels pour les riches. Hein, tout ça, c'est vraiment des rumeurs sur lesquelles nous ne pouvons pas vraiment avancer. M. Faye, je rappelle que le projet a mis en place ce qu'on appelle le plan de restauration des moyens de subsistance, qui permet non seulement de donner des logements, de donner des formations, mais de financer les acteurs pour que soit ils reproduisent leur activité de pêche, soit ils font une reconversion sur d'autres activités. Et non seulement c'est destiné aux sinistrés, aux PAP, mais également aux habitants des villages, ce qui est extrêmement important. La pression foncière sur Djougoup, certainement, mais ce ne sera pas les sinistrés, ils ont déjà leur terrain, mais je vois bien d'autres acteurs vouloir profiter des opportunités du projet et s'installer là-bas. Je rappelle que cette pression foncière dans le village de Djougoup, c'était déjà l'université de Saint-Louis qui a pris une bonne partie du village, n'est-ce pas, de Sanar-Peul, Sanar-Wolof, et donc cette pression foncière existe. C'est évident que ça va être accentué. Voilà ce que je voulais dire pour les questions qui nous ont été posées. Monsieur Mamoudou Dia, vous voulez toujours parler? Bonjour, Bismillah. ça passe? Oui, bismillah, monsieur Dia. Merci, professeur, vraiment pour ce sujet d'actualité qui a été très bien introduit et très bien campé, notamment à travers l'expérience du projet SERP. Ces types de projets de déplacement et de relocalisation, c'est des projets éminemment sociaux. Et c'est conscient de ça que l'État du Sénégal, en lien également avec l'ADM et la banque, ont recruté un cabinet pour s'occuper surtout de la facilitation sociale. Et comme vous avez eu à le constater tout au long du déroulé de ce projet, les aspects sociaux ont été déterminants. La prise en compte de ces aspects ont été déterminants dans l'appropriation du projet par les populations, mais également par leur implication dans la mise en œuvre de différents aspects du projet. Et comme vous avez eu à le dire, l'État du Sénégal et ses partenaires ont fait de gros efforts pour, comment dirais-je, appuyer et aider ces populations sinistrées, parce qu'en fait, c'est ça la question. C'était des populations qui étaient menacées dans leur habitat, des populations qui étaient menacées aussi dans leurs activités économiques, parce que les furies de la mer donc ont détruit beaucoup de logements, mais également impacté sur des activités économiques. Il fallait faire un choix. Est-ce qu'il faut croiser les bras et laisser les populations de la Barbarie continuer à bénéficier de la fraîcheur et de la brise marine avec toutes les menaces qui pèsent sur eux? Ou bien est-ce qu'il faut sauver des vies, les déplacer? 13 km, c'est loin, c'est pas loin. Parce que effectivement, ici, si je prends tout simplement l'exemple de Saint-Louis, mais il y a des gens qui habitent Sanar, il y a des gens qui habitent Raoult,
Il y a des gens qui habitent à Gandon même et qui viennent travailler à Saint-Louis chaque matin et qui rentrent après. Donc, travailler au niveau de la mer, ça ne veut pas dire forcément résider à côté de la mer. C'était une habitude, c'est vrai, qui a ses avantages aussi, c'est vrai. Mais je pense que le fait de se déplacer de son lieu de travail à son foyer, il y a beaucoup de citoyens qui sont habitués à ça. Et ça pose la question du transport, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et à ce niveau-là, je pense qu'il y a des démarches qui vont bientôt se conclure avec le GIE des transporteurs pour effectivement que ce GIE assure la desserte du site. Donc, globalement, je pense que la réflexion, elle est en cours, mais moi, ma plus grande préoccupation, c'est la durabilité, l'appropriation par la commune de Gandon et également les populations bénéficiaires de tous les investissements que le projet a réalisés sur le site. Est-ce que les acteurs, est-ce que la commune sont en capacité de pérenniser les investissements qui ont été faits là-bas? Merci, professeur. Merci beaucoup. Je salue Madame Yarama Fall, qui est une des personnes impactées, qui est connectée. Si elle veut dire quelque chose, ce serait vraiment bien. J'apprécierais dans une démarche d'atelier de savoir partagé, comme le dit mon ami Denis Bisser. Je rappelle que quand même, il y a des questionnements. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un autre enjeu que je n'ai pas souligné de manière volontaire, c'est que la nouvelle commune où est implanté le projet, la commune de Gandon, c'est une commune rurale, mais qui ne dispose pas de dispositif d'appui à la maîtrise d'ouvrage. On n'a pas de service public, on n'a pas de dispositif d'ingénierie sociale. Comment cette commune va s'approprier les investissements, assurer la durabilité, la pérennité, l'appropriation territoriale? Franchement, je partage avec mon ami Dia cette préoccupation. Et au niveau de l'université, dans une démarche de recherche participative, nous voulons accompagner la commune de Gandon qui vient de signer une convention avec l'UGB pour élaborer un plan de résilience territoriale post-CERF, post-projet. J'espère qu'on trouvera les moyens de le réaliser, mais ce sera inadmissible que tout cet investissement soit perdu. Et pour le moment, la commune n'a ni le personnel technique, ni le dispositif technique et institutionnel, ni les moyens logistiques et humains pour assurer cette pérennité. J'ai été quand même particulièrement déçu quand j'ai vu que dans le montage du projet, il n'y a pas une rubrique appui à la viabilité des investissements. Et ça, franchement, en termes d'analyse critique des projets, pour moi, c'est inacceptable qu'on puisse, parce que c'est ça que je dénonçais au début, au-delà des infrastructures, il y a aussi l'aspect humain et autres. Il y a Yacouba Diallo, ah non, il y a professeur Sonia qui a levé la main, Madame la directrice de crise, Bismillah, et Abdurrahman Sek après, oui. Et merci, Sambou, merci beaucoup pour la présentation. Le cas est extrêmement intéressant, en fait, très riche. Et je pense, c'est pas un cas unique. On les voit quand même dans plusieurs régions, Tout à fait. même ici. Mais il y a plusieurs questions que je me pose par rapport au cas. Parce que d'un côté, et comme il indique Monsieur Dia, d'un côté, on ne peut pas laisser faire, il faut faire quelque chose. Mais d'un autre côté, c'est que vous nous montrez c'est qu'il y a des injustices qui se sont créées à partir de la relocalisation. Donc, c'est là que je me pose comme question, comment faire autrement? Oui. Comment faire autrement? Oui. Est-il possible, et si vous avez vu des cas où on peut intégrer la population depuis le début de l'idéation du projet? Pas juste à la fin, on vous relocalise, mais construire ensemble un projet de relocalisation, ça c'est une question. La deuxième, vous avez déjà dit quelques mots tout à l'heure, le rôle de la recherche. Est-ce qu'il a une ouverture pour que la recherche soit présente aussi dans ce type de projet? Et quel est le rôle? Est-ce que c'est juste à la fin? Est-ce que c'est accompagnement ou c'est juste documentation? Et enfin, et ça c'est plus, je dirais, théorique en lien avec les cadres que vous avez mobilisés,
et analytique. Juste une question une curiosité parce que c'est la justice socio-spatiale, donc les 7 types de justice que vous avez nommés. Et c'est intéressant parce que 12 des types de justice, redistribution, reconnaissance, font partie de la justice sociale selon Fraser. Et il manquerait celle qu'il appelle la représentation, donc la participation dans le pouvoir. Donc là, je me suis posé des questions juste pour, pourquoi pas appeler justice, tout ça justice sociale, au moins une partie au moins, 3 de justice, justice sociale, accompagnée de la justice environnementale, épistémique, etc. Donc voilà, et merci encore pour la présentation très riche. Merci, merci. Monsieur Abdourahmane Sek, un ancien étudiant qui est maintenant à Québec. Bonjour Sek. Bonjour, professeur. Vous Un allez bien? plaisir de vous entendre, Sek. Allô, Je, professeur? je salue également mon collègue du Cameroun, homme de la forêt, le professeur Roger Mondoué. Bonjour, très cher ami. Mon cher, bonjour. Bonjour, ravi de te rejoindre là, au binaire. Merci, merci, mon cher. Oui, Abdourahmane? Oui, bonjour, professeur. Vraiment, Bonjour. je voudrais d'abord commencer par vous féliciter de cette brillante vraiment prestation et qui ne m'étonne pas du tout, vous connaissant depuis un peu maintenant longtemps, et car étant votre étudiant et avoir la possibilité d'être encadré par vous-même. Donc, je suis vraiment très content et très honoré d'être là. Et je salue aussi tous les participants de cette vraiment rencontre. Professeur, j'aimerais vraiment vous poser quelques questions. Surtout moi, je vais privilégier peut-être les solutions parce que aussi l'érosion côtière est un phénomène parce que je rappelle que aussi je suis à l'Université de Laval pour faire une maîtrise en action climatique. Et vraiment, parfois, on se pose beaucoup de questions sur vraiment, comment dirais-je, l'avenir de ces régions-là ou bien de ces endroits qui sont situés à côté de la mer, y compris la langue de Barbarie. Est-ce qu'elle ne va pas disparaître un jour ou l'autre? Ça, reste à vraiment voir s'il n'y a pas de solution vraiment efficace et concrète. C'est pourquoi je voudrais vous inviter bien à poser vos questions. Pensez-vous que les solutions mises en œuvre jusqu'à ce jour par l'État du Sénégal, telles que la construction de digues, la relocalisation des populations et d'autres, sont-elles efficaces? Ne pensez-vous pas que d'autres méthodes, comme la réhabilitation côtière, la mise en place de brise-lames, d'épis maritimes ou de brise-vents, pourraient être plus efficaces afin de mieux soulager les populations concernées? Parce que ces derniers-là se font dans certaines villes comme New York, comme dans des villes comme Tokyo, etc. Est-ce que ne pensez-vous pas que l'État du Sénégal, est-ce qu'il envisage de prendre ces solutions-là beaucoup plus efficaces, même si peut-être ne pourront pas en fait empêcher, mais cela va tout simplement ralentir l'avancée de la mer? Merci beaucoup encore une fois et vraiment, je suis très content de vous revoir. Merci, merci vraiment. Le plaisir est partagé. Il y a ma collègue aussi, Clara Terville de l'IRD, qui est sur Saint-Louis et qui travaille sur la même thématique. Clara, vous voulez dire quelques mots, s'il vous plaît? Clara ou Kadiatou? Oui, Ouais, bonjour. bismillah. Je sais pas si- Bonjour, Clara. Merci beaucoup. Oui, qu'est-ce que je peux dire? Bah déjà, merci. Bon, c'est des choses dont on discute de temps en temps. Après, par rapport aux questions, moi, ce qui m'a interpellée là, c'est peut-être déjà la question de Sonia sur le rôle de la recherche. Et c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions. Donc moi, je suis chercheuse à l'IRD, hein, pardon. Et donc on travaille avec Sambou sur la relocalisation et de mon côté, surtout sur les questions d'attachement. Et puis, bah, tout le travail qui a été fait sur l'acceptation du projet, les négociations autour du projet. Donc oui, le rôle de la recherche, ben, effectivement, c'est quand même un cas où on déplace 15 000 personnes. Donc il y a déjà vraiment, je pense, un enjeu de production de connaissances, suivre le projet et mettre la lumière sur des aspects peut-être invisibilisés ou dont on ne parle pas souvent. Donc dans mon cas, par exemple, c'était mettre en avant les questions d'attachement. Ça me semblait donner un éclairage intéressant sur ce projet-là. Après, on essaie aussi de faire des choses
dans une démarche, par exemple, des démarches participatives, on fait du théâtre forum pour amener des nouvelles arènes pour que les populations puissent exprimer leur point de vue sur, voilà, Fimoguénéfé, Fémoguénéfi, qu'est-ce que ça fait d'être localisé d'un point de vue identitaire, culturel, économique, qu'est-ce qui fait qu'on veut partir, quitter la mer ou pas. Donc voilà, on propose aussi des arènes alternatives pour traiter de ces sujets-là. Et puis après, à long terme, je pense qu'il y a un vrai enjeu. Enfin, ce qui serait idéal, c'est de faire un espèce d'observatoire et de suivi dans le temps long de toutes les conséquences de ce projet. Mais comme on sait tous, trouver des financements sur le long terme pour monter un observatoire ou un living lab ou des choses comme ça, c'est pas si évident. Mais ce projet s'y prêterait vraiment, quoi. L'UGB est juste en face. Enfin, ça serait très intéressant. Merci. Voilà, après. Merci, Clara. Yacouba Diallo, vous avez levé la main? Yacouba, vous êtes avec nous? Bonjour, professeur. Bonjour, Yacouba. Alors, merci beaucoup pour cette belle présentation. Alors, j'apprécie bien la présentation. Alors, je rappelle que voilà, j'ai été avec vous au niveau du site, l'année dernière. Donc, ma question elle est la suivante, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une sorte de reproduction, c'est-à-dire sur la dimension des chambres? Parce que j'ai visité le site et mon attention est, j'ai quand même retenu, ou bien j'ai quand même voilà, vu la dimension des chambres, comment elle a été quand même construite. Maintenant, est-ce qu'on a représenté, on a repris les mêmes dimensions là-bas, ou bien dans les chambres, voilà, dans des chambres, comme là-bas à Gendar, c'est-à-dire il y a des maisons, les maisons, elle était quand même peut-être beaucoup plus dimensionnée, mais est-ce qu'il y a une reproduction de cette même dimension-là au niveau du Bujuk? D'accord, merci, Merci merci beaucoup. Yacouba. Merci. Madame Yaram Fall, vous êtes toujours avec nous? Yaram Fall, vous êtes avec nous? Rokhaya, est-ce que c'est une ancienne main, Madame Nia? Non, ce n'est pas une ancienne main. Ok, bismillah. Voilà, tout à l'heure, vous avez parlé de 13 familles qui se sont désistées sur toute la langue de Barbarie. Et quelqu'un d'autre aussi a parlé de la bande des 20 mètres, qui a les populations doutaient qu'on allait les faire déguerpir de cette zone pour pouvoir faire l'exploitation du gaz. Maintenant, ce que je pose comme question, est-ce que le déguerpissement des populations de la langue de Barbarie est lié à l'exploitation du gaz? Sinon, est-ce que ça aurait été, s'il n'y avait pas l'existence de cette érosion côtière, est-ce que seulement à cause de l'exploitation du gaz, on allait faire partir les populations de la langue de Barbarie? Ok, merci. Alors, merci beaucoup, chers amis. Je rappelle, Prof Laila, qu'on a frôlé la barre des 104 participants. Je suis très content. Je remercie vraiment beaucoup tous les participants d'avoir bien voulu nous écouter. On reste ouvert, c'est un projet en cours, donc nous sommes preneurs de toutes les remarques. Prof Sonia, effectivement, la difficulté, c'est le projet a été co-construit. Ça, tout le monde est d'accord. Depuis le début, l'ADM, l'ARD, la mission de facilitation, les acteurs territoriaux, tout a été discuté avec les populations. Même les options architecturales des concessions ont été discutées. L'attribution provisoire des logements, tout cela, les comités territoriaux, n'est-ce pas, de gestion des plaintes, les comités de conciliation, les commissions de contradiction, de diagnostic contradictoire, les missions contradictoires dans les informations, tout a été participatif dans le processus. Mais ce que la population nous dit, rien que la semaine passée, c'est que depuis le début, tout a été participatif, mais au moment où on va vers la fin, on semble avoir une démarche top-down. C'est ça en réalité. L'approche participative a guidé le processus d'élaboration, de mise en œuvre, jusqu'à l'aspect relogement planifié, mais depuis qu'on a commencé à déplacer, les relations sont devenues extrêmement douloureuses entre l'unité de gestion du projet et les sites. Donc,
Ce qu'on peut retenir ici, il y a une co-construction, mais dans le choix des options, je pense que l'État sénégalais a choisi les options en rapport avec des enjeux nationaux et internationaux, alors que les populations, elles, c'est des options plus en rapport avec leurs propres préoccupations. Madame Sonia, je vous remercie beaucoup d'avoir insisté sur le rôle de la recherche. De vous à moi, depuis 5-10 ans, on ne cesse d'inviter ce genre de projet à travailler avec l'université, parce que le modèle de la lutte que j'ai appris ici au Canada m'a beaucoup inspiré dans la mise en place de ce laboratoire ARUT. Et ce qu'on fait, c'est non seulement une co-construction avec les acteurs en valorisant les savoirs endogènes, mais surtout en travaillant avec les étudiants qui vont sur le terrain. Et donc, l'idée d'observatoire, on l'a proposée depuis le début du projet, mais malheureusement, ce n'est qu'à la fin qu'on a senti qu'ils ont voulu davantage travailler avec le milieu universitaire. Donc, je ne suis pas seul, il y a le prof Boubou qui travaille, il y a d'autres profs également qui travaillent, Clara et les autres. Et au niveau de la GIE également, Justice foncière, on travaille avec eux. Mais je rappelle que vraiment, ce serait mieux dès le départ de travailler avec ce projet et d'assurer un dispositif de suivi, évaluation et de capitalisation, un dispositif de médiation. En termes de recherche participative, c'était, je pense, le milieu universitaire qui pouvait beaucoup jouer dans la médiation, qui pouvait beaucoup jouer dans la prévention de certains facteurs d'inaccessibilité sociale. Mais bon, heureusement, ils l'ont compris. Et là, vraiment, on travaille beaucoup. Moi, depuis presque le début du projet, chaque année, je fais des sorties avec les étudiants. La recherche a joué un grand rôle quand même dans ce projet. Ils ont mobilisé des consultants spécifiques qui ont produit des évidences scientifiques qui n'existent presque nulle part dans les autres territoires. Je rappelle que Saint-Louis aujourd'hui dispose de toutes les informations, des dispositifs techniques d'alerte, de prévention, de gestion, d'atténuation, d'adaptation aux risques climatiques. Ça, c'est une incidence extrêmement importante et j'espère que dans la mise en œuvre, dans la fonctionnalité, ça va être réalisé. En tout cas, je pense que cet observatoire dont parlait Clara, c'est extrêmement important. Maintenant, ça pose un autre enjeu, prof. Sonia, de justice. Les côtes au Sénégal, le littoral au Sénégal, c'est 700 km de Saint-Louis à Diembéring. Il n'y a que Saint-Louis qui dispose de ce projet. Est-ce que les autres territoires côtiers, les autres territoires littoraux ne méritent pas d'avoir ce projet? Donc, la justice, là, c'est une injustice vis-à-vis d'autres territoires du Sénégal. Alors, le cadre théorique de la justice spatiale, nous avons envisagé de manière très élargie en intégrant ces 7 sous-éléments. Tous les auteurs ne sont pas d'accord, mais nous, c'était vraiment l'idée d'articuler les aspects socioculturels avec les aspects territoriaux à travers cette approche systémique. Alors, l'avenir des sites littoraux, mon cher Abdourahmane Seck, ça, c'est le gros questionnement à l'échelle mondiale. Je rappelle que dans ce projet, l'État a utilisé des solutions douces. Aujourd'hui, par exemple, avec la digue qui a été construite, cette digue a permis d'avoir au moins une bonne trentaine de mètres de plage. On a récupéré beaucoup de mètres de plage grâce à la digue. Donc, il y a également les épis, les brise-lames, tout ça, c'est des stratégies d'atténuation. Mais je rappelle que l'État a choisi, au regard du risque d'inondation, de submersion de la ville de Saint-Louis et de son hinterland, l'État a choisi une solution globale et définitive. Et comme on l'a dit tantôt, c'est un choix politique qu'il faut comprendre au regard de la sévérité, de l'ampleur des risques climatiques que vivait la ville de Saint-Louis, au regard aussi de l'image historique de Saint-Louis. Alors, sur les chambres, les dimensions des chambres, je rappelle que Yacouba, quand on a été sur le terrain, en réalité, le technicien du projet nous a expliqué qu'il voulait construire des chambres plus larges. Mais quand vous construisez des chambres plus larges, l'espace de la maison risquait de se rétrécir. Entre construire des chambres plus larges, construire plusieurs chambres et disposer d'un espace familial, ça aussi c'est un choix. Et je rappelle toujours à mes étudiants que ce qui est meilleur existe, mais ce qui est possible aussi existe. Il y a des solutions meilleures, mais il y a des solutions faisables.
la faisabilité technique, la faisabilité financière, la faisabilité sociale. Et je rappelle que nous sommes dans un contexte de pays africain où nous n'avons pas des moyens par rapport à ça. Je rappelle que le financement de la Banque mondiale, c'est un prêt que les générations futures vont rembourser. On ne peut pas le reproduire sur tout le territoire. Donc, l'État a choisi une solution optimale d'orientation techniciste qui permet de protéger une ville. Ce choix peut être critiqué, mais c'est un choix compréhensible. Voilà pour les 13 papes refus, effectivement, Madame Niang. Il y a la question de la découverte du gaz, mais ça, je ne peux vraiment pas répondre. C'est seulement les autorités qui peuvent répondre sur ça. Franchement, ça pose beaucoup de débats. Leïla, je vous remets la parole. Vraiment, je remercie les participants. Je remercie les participants. On a des participants du Sénégal, du Québec, de Cameroun, de France, même d'autres pays occidentaux. Vraiment, je tiens à les remercier et j'encourage mes étudiants à vraiment chercher à produire du savoir avec les communautés, du savoir en rapport avec des questionnements qui sont là et surtout à éviter la hiérarchie des savoirs, hein, et la hiérarchie des langues. Vous avez vu, dès le départ, j'ai voulu utiliser 2 mots Wolof et j'invite encore mes étudiants à assumer cette décolonialité pour nous permettre de produire du savoir utile qui éclaire les enjeux sociétaux. Vraiment, je tiens à remercier tout le monde, Djivoka et les autres. Ça a été un grand plaisir pour moi. Je suis revenu au Québec. J'aime beaucoup ce pays. Le Québec et le Maroc, ce sont mes deux autres pays, par le Sénégal. Je suis venu, il n'y a pas de neige, malheureusement. Peut-être une prochaine fois, Inch'Allah. Je tiens à remercier Laïla, Eliane, Denis Busser et toute l'équipe du CRISE du SAC pour leur accueil et d'avoir permis de faire ce webinaire à partir de Montréal. Merci. Leïla, bismillah. Merci Sambou pour cette belle présentation, pour nous avoir amené ce beau projet au Québec. C'était vraiment une belle découverte pour moi. Je me remercie aussi le public. On avait un beau public aujourd'hui, 104 personnes dans le webinaire de différents lieux. Merci d'être là. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci aussi au FRQ qui soutient, qui est le soutien financier de crise. Et puis, j'aimerais vous rappeler ou vous mentionner que le prochain webinaire de crise aura lieu le 28 mai de 11h30 à 13h et c'est intitulé « Comprendre plutôt que mesurer, repenser l'évaluation du fonctionnement social dans une perspective phénoménologique ». Je vous invite à y participer si vous êtes intéressé par le sujet. Merci encore à toutes et à tous. À la prochaine.